La côte du golfe du Lion, du delta du Rhône à la frontière espagnole, 220 km de côte, majoritairement sableuse, 170 à 180 km de côte sableuse. Elle se distingue d'une petite partie de côte à falaise du côté de Collioure, de la frontière espagnole. En fait, c'est la Catalogne franco-espagnole. Et la deuxième caractéristique, c'est que la côte est sableuse et de très faible altitude. Et donc, ça l'expose évidemment à un certain nombre d'aléas sur lesquels je vais revenir, mais pas en détail, parce qu'il y a des experts sur ces sujets-là. La troisième caractéristique, elle a été présentée par Benoît de Villers. J'avais, en son temps, fait une tribune dans le Reporter sur la dynamique de la côte du golfe du Lion. Donc, l'idée, c'est que cette côte, elle évolue sans cesse, et il faut faire avec cette évolution. Faire avec l'évolution, si on regarde les choses au prisme du rapport entre société et nature, ça veut dire accepter cette évolution, ce rapport de force entre terre et mer. C'est la définition même du littoral. Le grand littoral, évidemment, est attractif. Alors, je vous donne pas les chiffres. Vous savez qu'à peu près, le dernier RGP, dernier recensement général de la population, qui remonte à 2020, on avait 380 000 habitants répartis sur les 30 communes du littoral, et on a 60 communes dites rétro-littorales, c'est-à-dire qui sont contiguës aux communes littorales. Ça fait grosso modo 400 000 personnes. Alors les grandes villes, elles sont évidemment à l'écart. Nîmes est éloigné du Cours-du-Roi, Montpellier est éloigné de Palavas, Béziers est éloigné de Valras, et Perpignan, évidemment. Les grandes villes, elles sont sur la Via Domitia, à l'écart du littoral, précisément, parce que le littoral, comme l'a bien montré Benoît de Villers, le littoral, il est synonyme de dynamique, mais concrètement, c'est quoi le littoral? Ça a été, pour beaucoup, des tempêtes, des grands mouvements sédimentaires, des moustiques, et puis des razzias. Et donc, on était plus à l'abri dans les terres que sur le rivage. Donc, beaucoup de monde sur ce littoral, beaucoup de monde depuis les années 60, on va y revenir, mais surtout une saisonnalité marquée. Une saisonnalité marquée, alors là, j'ai les chiffres du recensement de 2016, mais les choses ont assez peu changé. Vous avez des demi-cercles proportionnels qui vous présentent le nombre d'habitants, et puis vous avez d'une part les résidences principales et d'autre part les résidences secondaires. Les résidences secondaires sont très importantes et ça nous donne évidemment un paysage un peu singulier, pour ne pas dire fantomatique, durant l'hiver. Cet élément-là est un élément à garder en tête quand on va évoquer la suite. Ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, en fait je vais vous dire tout de suite la fin de mon exposé. Comme ça va être plus vite. On traite beaucoup, tous collectivement, et c'est très bien. On traite du long terme. On fait de la prospective territoriale, n'est-ce pas? Au conseil départemental ou ailleurs. Et le long terme, c'est quoi? C'est, dans un contexte d'élévation progressive du niveau des mers et des océans, 60 cm qui benoît, 80 cm aujourd'hui, c'est-à-dire qui date un peu le papier. À l'horizon 2100, la mer Méditerranée est particulièrement touchée. Elle est touchée à la fois par l'élévation du niveau de la mer, par la montée de l'acidification et surtout par la hausse des températures de surface. Je n'ai pas le temps de développer. Donc, dans un contexte d'élévation du niveau des mers et des océans, des problématiques d'érosion de la côte qui sont singulièrement importantes quand on a affaire à des territoires de faible altitude. Et donc, on doit s'adapter. Et s'adapter, en résumé, quand on regarde du côté de la doctrine de l'État, c'est reculer. Bon, on ne va pas y passer sur 7 ans, c'est reculer. Alors on appelle ça recomposition, on appelle ça comme vous voulez, ça vous plaît pas, c'est pareil, il faudra bien reculer un jour ou l'autre. On va expliquer au maire de Vias qu'il faut reculer chez son voisin. Vous voyez un peu le topo, ça ne va pas être commode. On va expliquer à ceux qui font la planification territoriale, par exemple du côté de la Grande Motte et des Temps de l'Or, qu'il va falloir qu'ils travaillent peut-être un peu plus avec ceux qui sont à Montpellier, histoire qu'il n'y ait pas de télescopage stratégique entre ceux qui se développent vers la mer, enfin par le couloir du Lez depuis près de 40 ans. Ça commence en mars 77, en affaire.
Et puis, évidemment, ceux qui sont sur le littoral et qui savent qu'il va falloir replier toute ou une partie de leurs activités. En même temps, aller expliquer aux spécialistes du tourisme que leur machine à sous, c'est-à-dire les plages, les utilisateurs des plages, en fait, ceux qui ont un consentement à payer assez fort, qui vont aller à la plage, qui vont bouffer des glaces, etc., il va falloir qu'ils logent à la campagne ou dans la ville plutôt que sur la plage. Moi, je ne sais pas inventer les vacances à la mer qui ne sont pas la mer. Donc, reculer, la doctrine de l'État qui consiste à reculer, à recomposer, c'est quand même quelque chose qui doit nous interroger. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que vous, nous, universitaires, nous travaillons sur le long terme et on travaille donc sur la question des effets du réchauffement climatique sur nos territoires. Mais on a oublié un truc. On a oublié le court terme. Et c'est ce sur quoi je veux insister aujourd'hui. Le court terme, c'est quoi? Le court terme, c'est le vieillissement des infrastructures touristiques et de ceux qui les habitent. Et une société qui ne s'occupe pas de ses vieux, c'est une société qui meurt. Alors, on peut toujours faire des EHPAD à ciel ouvert, des EHPAD de riches à la grande botte et puis des EHPAD de pauvres à Vias, on peut y revenir. On peut toujours imaginer qu'on est, comment dirais-je, moins malheureux au soleil. Donc finalement, c'est pas si mal d'être vieux au bord de la mer, mais en fait, ça va poser d'immenses problèmes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est non seulement un télescopage territorial entre les villes qui sont à l'écart du littoral et celles qui sont sur le littoral, parce qu'il y a bien un moment où il va y avoir des tensions, du frottement, et donc de la concertation, et j'espère un consensus un jour ou l'autre. Mais le problème, il n'est pas seulement territorial, il est aussi intergénérationnel, et c'est fondamentalement, ça va être la conclusion du truc, un problème de fric. Ça, c'était la fin. Alors, le chantier du vieillissement du littoral, j'ai fait des cartes à plusieurs échelles, et du littoral de la mer du Nord jusqu'à la Côte d'Azur. Mais en fait, partout, le littoral attire, et partout, il attire majoritairement des vieux. Sauf que, quand on examine les choses de plus près, ce qui est intéressant, c'est moins le vieillissement de la population, un solde migratoire positif, très bien, que ces vieux sont de plus en plus dépendants. Ça veut dire que la logistique, le système d'aide à la fois sociale, médicale, etc., qu'on met en œuvre pour maintenir des vieux à domicile, puisque ça aussi c'est la doctrine de l'État, mais cette fois-ci portée par les ARS, c'est qu'il va falloir une kiné, une infirmière libérale, un médecin, et puis le portage des plats à domicile, etc. Ok, et puis là, le reste, c'est évidemment les équipements médicalisés, les EHPAD que tout le monde connaît. Entre les deux, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'expérimentations très encourageantes, ou en tout cas elles existent, mais c'est un pouillème de la population qui est concernée. Donc le problème, c'est le vieillissement de la population qui réside sur le littoral, et en particulier les personnes qui vont être de plus en plus dépendantes. Et donc on sait en réalité que faire. Et ça, c'est du court terme. Alors si vous voulez, on peut toujours réfléchir à horizon 2100, si la mer va monter de 50 ou 60 mm, on peut toujours réfléchir à des trucs à très long terme. On sait ce qui va nous arriver dans la figure. Les effets du réchauffement climatique, on le sait désormais. On sait aussi les effets de l'érosion, y compris l'érosion de la biodiversité dont je n'ai pas parlé. Mais à plus court terme, il y a un énorme chantier qui s'ouvre, qui est un chantier démographique, en fait un chantier qui est médico-social. Et en fait, ce chantier-là, même s'il est d'une nature très différente du chantier de la renaturation, de la recomposition du littoral, on appelle ça comme on veut, je plaide pour une convergence des chantiers. Je plaide pour que la stratégie d'adaptation et d'atténuation, elle ne soit pas qu'en direction des questions environnementales ou climatiques, mais qu'elle soit autant sur les questions sociales et générationnelles. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité parce que cette mission racine à l'envers, il va bien falloir la faire un jour ou l'autre. Et l'idée, c'est de commencer le plus tôt possible. Alors, je ne vais pas revenir sur ces aspects-là. Évidemment, 63-83, la mission Racine, les pouvoirs publics vont littoraliser l'économie régionale, mais surtout ce que les géographes voient, c'est l'augmentation des enjeux dans des zones exposées ou très exposées aux aléas
Alors, ma photo, elle est un peu nulle, je vous dis pourquoi. Parce que s'il y a bien une station balnéaire qui est plutôt à l'abri, en tout cas plus à l'abri que les autres, c'est la Grande Motte. Mais bon, vu que c'est un peu le symbole de la mission Racine, alors pourquoi elle est à l'abri? Non pas parce que le terrain naturel au départ était favorable, mais parce qu'ils sont construits sur 5 à 6 mètres de remblai. Donc évidemment, on est un peu à l'abri de la même manière que Port-Marianne peut désormais être un écoquartier, puisque Port-Marianne est en zone inondable, évidemment, mais Port-Marianne a été construit sur 5 mètres de remblai. Voilà. On peut donc discuter aussi du label d'écoquartier. 63-83, les pouvoirs publics ont la main. Ils pilotent la politique d'aménagement du territoire qui se décline localement, même si elle est négociée avec les élus. L'objectif, c'est évidemment de capter les clientèles qui se destinent à Costa Brava d'un côté ou à la Côte d'Azur de l'autre. Et évidemment, Racine insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit, pour paraphraser ce que dit De Gaulle au sujet des villes nouvelles à un moment donné, de mettre de l'ordre dans ce bordel, dans le bordel de l'absence d'aménagement du littoral, au moment où sortent de terre les premières stations balnéaires. On a retrouvé, grâce au conseil départemental qui a eu un partenariat avec l'Institut national audiovisuel, des archives exceptionnelles du bazar qu'étaient les plages dans l'entre-deux-guerres. Donc il s'agit effectivement d'organiser le développement du littoral et, in fine, d'en tirer un maximum de profit, c'est-à-dire de commercialiser le littoral pour que le tourisme soit une industrie en tant que telle, et elle l'est toujours, puisque quand on regarde le PIB de la région Occitanie, on est entre 8 et 10 points. Donc c'est très très important. Et je ne parle que du tourisme du littoral. Donc, les premières stations balnéaires, c'est un peu le bazar. Le marché dirige tout. Une époque plus dirigiste avec un État planificateur et centralisateur, c'est la période de la mission Racine, et puis à la fin des années 80, en fait le grand tournant c'est 82-83, qui est synonyme à la fois de la décentralisation et d'autre part, et c'est plus important encore au fond, du renforcement du pouvoir intercommunal. Là, les élus locaux ont la main, ils sont les artisans de la politique d'aménagement et d'urbanisme. Pour le meilleur, et souvent, de mon point de vue, mais je ne suis pas tout seul, pour le pire, et les exemples sont nombreux. Développement d'un urbanisme de zone complètement hors sol, toute une série de choses, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ça s'est développé beaucoup entre 83 et 2020-2023, malgré le durcissement et la diversification des outils de planification urbaine et territoriale? C'est une question que je me suis souvent posée, et à la fois évidemment parce que c'était intéressant pour les promoteurs de commercialiser, parce qu'il fallait que les scènes qui avaient été montées à l'époque de la mission Racine aient aussi un peu de travail, d'accord? Mais au fond, je crois que l'un des éléments clés, c'est que nombre de maires qui n'ont pas été objet de la mission Racine ont voulu, entre guillemets, rattraper leur retard en matière d'équipement, de services ou de logement. Résultat des opérations, chacun s'est débrouillé en montant des partenariats publics-privés un peu exotiques, où, grosso modo, on laissait les clés du camion à des promoteurs qui aménageaient au gré des opportunités foncières. Et c'est là, à rebours, qu'on peut saluer le travail exceptionnel du Conservatoire du littoral, qui a réussi, au moins par endroit, à limiter la casse, si je puis dire, et à respecter une partie de l'esprit, notamment les corridors verts entre les stations balnéaires qu'avait imposé Racine en son temps. Depuis, il y a eu la loi que tout le monde adore, puisqu'elle est issue de la conférence citoyenne organisée par le chef de l'État, une loi qu'on consacre tous collectivement, c'est la loi climat et résilience, qui impose une disposition relative aux ZAN, puis la loi ZAN de 2023, puisque c'est issu de la conférence citoyenne, on est tous pour, y compris les élus locaux, bien sûr. Mais quand même, elle embarrasse un peu tout le monde. Et là, il y a eu un effet d'aubaine incroyable. Entre 2020 et 2023, il y a des parcelles qui sont parties à l'urbanisation qui auraient dû être sauvegardées. Donc, il y a eu un double effet d'aubaine. Il y a eu la période 83-2020,
grosso modo, on a des collectivités qui sont en mode rattrapage parce que la Grande Motte, le Cap d'Agde, ça a été organisé, aidé par l'État, etc., avec les scènes qui vont bien. Donc il n'y a pas de raison que nous, on soit en dessous en termes de proposition de logement. Donc on construit, vite, souvent mal. Et puis, il y a cette loi terrible qui va nous contraindre. Climat et résilience, Lausanne, donc on se dépêche de construire tout ce qu'on peut encore construire. Après, on verra bien. Résultat des opérations, quand on regarde l'évolution du taux de permis de construire, on n'a jamais autant construit sur le littoral qu'en ce moment. Ça va. En fait, ce qui a freiné la construction, c'est la crise énergétique, c'est l'inflation, c'est les taux d'intérêt. C'est pas la loi. La loi, elle a eu un effet inverse, en tout cas jusqu'à présent. Donc, en résumé, l'idée c'est qu'après chaque coup de mer, le principe du recul s'impose. La question corollaire, c'est reculer, d'accord, mais où? Alors, telle mer ne va pas reculer chez le voisin, ne va pas prendre les habitants de votre commune et les mettre dans la commune d'à côté. Enfin, c'est un truc, à un moment donné, il faut mettre un peu... Bon, donc ça ne marche pas très bien. Ensuite, où ce n'est pas encore urbanisé. Alors, il y a deux zones qui ne sont pas encore urbanisées, hein, sur l'arc rétro-littoral. C'est-à-dire, là, on peut reculer. La première zone qui n'est pas urbanisée, c'est les zones exposées à l'aléa inondation. Et puis la deuxième zone, c'est celle qui est exposée à l'aléa incendie. C'est là qu'il y a encore un peu de place. Puisque mon propos, c'est de parler d'occupation de l'espace, le truc, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va reculer? En fait, c'est quoi cette idée saugrenue du recul? En fait, c'est là-dessus que je voudrais vous amener. Et puis, reculer, mais où on est là? Est-ce qu'on est sur la côte d'Azur, où il y a un peu de fric? Est-ce qu'on est sur la côte fleurie, où il y a un peu de fric? Non. Moi, je vous parle du sud Biterrois. Je vous parle de Palavas-les-Flots. Je vous parle de Carnot. Et là, on regarde un peu les chiffres. Et on bat des records. Encore aujourd'hui, on bat des records de taux de chômage. On bat des records de destruction d'entreprises. Alors, on est attractif peut-être, mais ce n'est pas forcément un cadeau. J'étais dans l'Aveyron hier, et tout le problème des Aveyronnais, c'est d'attirer. Là, le problème, c'est d'attirer moins. Donc, en fait, en résumé, ce territoire, il est exposé à des aléas à long terme qui sont des aléas qui renvoient aux grands risques naturels. Il est exposé à des aléas à plus court terme qui sont de nature démographique, qui renvoient à des problèmes médico-sociaux. Tout ça dans un contexte où les territoires sont pauvres. Après, vous prenez les qualificatifs que vous voulez, on a affaire à des territoires pauvres. Donc on a un chantier de court terme, un chantier de long terme, et on n'a pas d'argent. Donc l'idée, évidemment, c'est de faire converger les deux chantiers pour mutualiser les choses le plus possible. Et là, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce qu'on peut vendre les étangs? Est-ce qu'on peut vendre les lagunes? Est-ce qu'on peut commercialiser les lagunes? Est-ce qu'on peut avoir du tourisme des lagunes comme on aurait du tourisme balnéaire? J'en sais rien, mais au moins, peut-on s'interroger? Un seul problème, les moustiques. Est-ce qu'on peut se permettre des trucs débiles? C'est-à-dire de réfléchir au fait que certains sites qui sont plus élevés que d'autres soient densifiés et que l'immense majorité des sites qui sont moins élevés soient dédensifiés. Ça veut dire donc, madame, qu'à un moment donné, il faudra parler de densification urbaine, y compris sur le littoral, et de dédensification. Ça veut donc dire qu'on va parler de foncier, et donc on va parler d'argent. Et donc on va retomber sur le fait que le tourisme, c'est une machine à sous, mais que les sous, ils ne vont pas forcément tous dans les communes du littoral. Après, on peut aussi imaginer de verticaliser par endroits. C'est des trucs en Arabie Saoudite, ça je l'ai dupliqué par 3, bon, on s'en fiche, ça n'a aucun intérêt, mais le truc c'est, on peut imaginer qu'on ait des points où on durcit les choses, après tout la grande boîte a été faite, hein. On durcit les choses et on imagine des immeubles refuges.
des immeubles refuges qui seraient multifonctionnels, où on est à la fois un centre de secours, où on est des habitations, où on est des bureaux et pourquoi pas du commerce. Je ne sais pas, il faudrait solliciter des fans de Le Corbusier peut-être pour faire quelque chose de moins pire que ce que j'ai fait. Et puis, évidemment, il faut aussi travailler davantage à l'échelle du site. Alors, la transition est faite vers les projets qui sont présentés dans le cadre de l'appel à idées Habiter le littoral demain. On peut imaginer toutes sortes de formules. La plupart des formules qui ont été imaginées ici et que je découvre sont très séduisantes. Moi, j'ai imaginé, pourquoi pas, qu'on fasse des ponts habités, une immense passerelle habitée qui relie ce qui resterait de Frontignan-Plage au cœur de la ville de Frontignan. Et donc l'idée, c'est de revitaliser le cœur de Frontignan avec une passerelle qui est en lien direct avec la plage. C'est ce qu'ont fait mes étudiants il y a 3 ou 4 ans. Je m'arrête là, mais encore une fois, s'il y a un message à passer, c'est que c'est très très important d'être la tête dans le guidon et de regarder les questions d'effet du réchauffement climatique. On est tous là-dessus, c'est très bien. Sauf que ce qui nous arrive en termes de vieillissement de la population, moi-même, je n'avais pas pris la mesure. Mais en travaillant sur la question, quand vous découvrez que ce sont des dizaines de milliers de personnes et qui vont se retrouver plus âgées et plus dépendantes, on a un chantier vraiment de très court terme. Et est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, essayer, encore une fois, de faire converger ces chantiers dans une seule perspective, qui est de valoriser, de favoriser un littoral durable. Merci de votre attention. Oui, cette question du vieillissement, de toute façon, on la constate tous, notamment en bord de mer, sur les cités balnéaires. Moi, j'en viens même à dire que l'EHPAD n'est pas forcément là, mais le CCS propose les repas pour les anciens, des animations pour les anciens, au Cap d'Agde, j'en passe. Donc, effectivement, on voit un peu de paradigme qui s'opère aussi sur ces stations-là. J'invite Manuel Martinez, donc le CEREMA, qui est aussi très ancré dans ses réflexions, ses recherches sur cette problématique littorale, trait de côte. Donc, on va peut-être l'aborder différemment, mais c'est tout l'intérêt aussi cet après-midi, c'est d'en avoir des visions et des lectures diversifiées pour justement essayer de mettre en perspective l'avenir de ces espaces. Donc oui, je suis Manuel Martinez, je suis le directeur de l'agence de Montpellier du CEREMA. Le CEREMA, c'est un centre d'études national, centre d'études et d'expertise qui travaille pour les services de l'État, les collectivités et également les porteurs de projets. Vous avez peut-être pu voir récemment, donc c'était au printemps, le CEREMA a fait une série de publications d'études qui ont été menées à l'échelle nationale pour essayer de se projeter à différentes échéances temporelles et en fonction de certains aléas. Donc c'est une série de projections de l'évolution du trait de côte et de la montée des eaux à l'échéance de 5 ans, à l'échéance de 2050 et à l'échéance de 2100. Effectivement, il y a un vrai enjeu, c'est la question de la gestion de la temporalité. Pouvoir voir à long terme et gérer également par temporalité différents éléments et à différents rythmes. Les études qui ont été réalisées et publiées, elles avaient vocation à essayer de donner à voir ce qui est en jeu, à essayer de dégager des grandes tendances. C'est des études nationales dont les résultats ne peuvent pas être examinés à l'échelle infradépartementale. La première conséquence, c'est que dans les publications qui ont été faites, et notamment les cartographies, vous avez dû voir, peut-être que ça vous a frustré, que les publications ont été faites sur des cartes avec des éléments qui se limitent à de la diffusion de résultats au plus petit au niveau départemental. Et la deuxième conséquence, c'est qu'effectivement, c'est pour donner à voir et donner à faire comprendre les enjeux, et également, le sujet très important, ce sont des études qui ne se substituent pas à la réflexion locale, qui doit être menée dans les territoires pour justement prendre en compte les spécificités, prendre en compte la politique et les projets de territoire qui vont être mis en place pour ensuite avoir cette étude fine d'enjeux, de prise en compte à la fois des phénomènes naturels, à la fois
enjeux socio-économiques, des enjeux sociaux dont vous avez parlé, des enjeux de l'attractivité économique, et donc définir des véritables projets de territoire locaux qui permettent de prendre en compte ces différents enjeux et de les traiter dans différentes temporalités. Et pour mener ces études locales, là aussi, le CEREMA a produit des guides et des recommandations, notamment des recommandations pour élaborer les fameuses cartes locales d'exposition qui sont prévues dans la loi tant décriée, qui doivent être réalisées par les communes qui sont inscrites dans ce décret liste, mais dont d'autres territoires s'emparent pour mener ces études-là sur la base de ces méthodologies. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir avoir la connaissance locale de tout ce qui va se passer. Alors, quelques illustrations quand même. Au niveau de ce qui a été réalisé, différentes échéances de temps, déjà une échéance à 5 ans pour illustrer quels sont les locaux, logements bâtis en fonction de l'usage, quelle est également la valeur vénale de ces biens, les locaux qui sont exposés au recul du trait de côte d'ici 5 ans. Alors c'est des choses qui sont normalement assez connues localement, c'est pas une nouveauté, mais ça matérialise tant au niveau national qu'au niveau local ce qui est en risque par rapport à l'évolution naturelle, tendancielle du trait de côte dans les 5 prochaines années. Alors, j'ai dit qu'on ne pouvait pas en retirer des enseignements infradépartementaux. Au niveau de l'Hérault, il y a 9 biens qui ont été identifiés. Ça ne veut pas dire que ce sont des biens qui vont partir à la mer, mais simplement qu'il y a un risque d'être touché par ce recul tendanciel du trait de côte. La deuxième échéance qui avait été identifiée, c'est 2050. 2050, c'est là aussi une nouvelle projection de recul du trait de côte avec des événements tendanciels, avec des hypothèses de recul événementiel. Et là aussi, il y a une évaluation du nombre de locaux qui risquent d'être touchés. Là, on reste dans quelque chose d'assez connu, avec plutôt du recul du trait de côte. Au niveau des inondations, pas de grand changement. On reste sur des choses qui sont très similaires à ce qu'il y a aujourd'hui par rapport aux submersions marines liées aux tempêtes. Et puis, le sujet qui est peut-être celui qui est le plus impactant, c'est l'échéance à 100 ans. À 100 ans, le premier film parlait de 60 cm de montée des eaux, vous avez parlé de 80. Dans les études du CEREMA, l'hypothèse qui a été prise en compte, c'est 1 mètre. Au final, si j'ose dire, peu importe la valeur qu'on prend dans cette hypothèse, de 60 cm à 1,20 m, et puis peu importe de dire quelle est l'échéance, en fait, c'est un niveau d'eau qui sera atteint, plus ou moins rapidement. Est-ce que c'est 2100, 2080, 2120 ? Voilà, donc l'hypothèse de prendre en compte une montée des eaux pérenne d'1 mètre, c'est quelque chose qui va arriver sur le long terme, mais qui va fondamentalement changer le territoire, puisque ce sera des territoires qui sera gagné de manière pérenne, 365 jours par an, par la mer. Et effectivement, sur une analyse rapide, au niveau de l'Hérault, il est identifié à peu près 16 000 logements qui sont impactés par cet événement. Alors, encore une fois, ces études, elles ne se substituent pas aux études locales qu'ont à mener les territoires pour s'approprier les enjeux et mener des projets de territoire résilients. Et ça amène simplement à s'interroger sur comment le prendre en compte. Donc pour ça, il y a bien entendu des stratégies à définir. Alors, il y a également localement des impulsions de politique publique avec les coordinations du plan littoral 21 entre l'État, la région, les collectivités, qui incitent à mettre en place des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte pour se projeter à ces événements. Le CEREMA aussi, en tant que centre d'études, propose, diffuse, conçoit des méthodes pour l'élaboration de ces stratégies locales. Pour les questions de l'érosion du trait de côte, on a récemment publié également un guide de recommandations adaptées au territoire d'Occitanie, rassemblant toutes les données à prendre en compte, qui va être présenté prochainement, fin juin, en journée technique à l'Adréal. Et puis, il y a tout un tas de données qui sont produites également. Il y a quelques années, on avait
réalisé pour le compte de l'étude de l'établissement public foncier, une étude d'impact de la montée des eaux sur les valeurs foncières. Or, cette étude, elle prenait en compte plutôt l'angle montée des eaux et pas l'angle recul du trait de côte. C'est un élément. Dans les études à mener et les guides que j'ai cités, bien entendu, l'idée c'est de prendre un maximum d'aléas, de phénomènes à prendre en compte, dont l'enjeu est simplement d'identifier quelles sont les zones les plus vulnérables, à quelles échéances, est-ce que c'est des phénomènes temporaires, saisonniers, est-ce que ce sont des phénomènes pérennes, et donc de pouvoir construire un projet résilient, adapté, dans une temporalité. Et puis, plus localement, le CEREMA est amené aussi à accompagner certains territoires, notamment en exemple, on conduit une étude pour l'agglomération Euro-Méditerranée. Donc l'objet était de synthétiser un certain nombre d'éléments connus, d'appréciation de ces phénomènes et puis de traduction en termes d'indicateurs de vulnérabilité du territoire, des indicateurs sur l'occupation du sol, sur les enjeux touchés, des indicateurs stratégiques sur le fonctionnement du territoire, les administrations, les équipements, et puis des enjeux socio-économiques sur tout ce qui est lié à l'impact socio-économique sur le territoire. C'est une étude qui a été récemment publiée sur notre site internet et qui permettait ensuite aux collectivités, aux élus, d'identifier quelle serait une feuille de route à construire pour intégrer ces enjeux dans les politiques locales, et notamment, est-ce que ce serait à intégrer dans le SCOT, dans les PLU, ou dans leurs autres projets de coopération. Et puis, bien entendu, ces éléments de réflexion, et donc qui pourraient amener à créer quelle forme urbaine, quelle densification, quel recul stratégique, peut également être traité par, ce n'est pas des éléments qui sont recommandés, mais c'est des éléments sur le long terme, puisque la création d'ouvrages de protection a aussi amplifié le phénomène de risque auquel on est confronté aujourd'hui. Mais il y a également, pour réussir à gérer les transitions, les temporalités, la possibilité de pouvoir examiner des éléments plus innovants qui permettent de protéger ces enjeux-là, et notamment sur l'agglomération d'Euro-Méditerranée, le CEREMA va conduire une expérimentation d'un nouveau système d'atténuation de houle qui va être déployé dans les prochaines semaines, et sur lequel il y aura un suivi sur 18 mois pour identifier quels sont les impacts concrets de ce dispositif sur le littoral. Voilà, donc c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Maintenant, c'est des éléments qui existent et dont on est persuadé que les territoires prendront ces outils dont ils sont à leur disposition. Je vous remercie. Merci. L'atténuation, c'est un bon exemple, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête que de toute façon, cette évolution, on ne pourra pas forcément toujours l'atténuer. Et justement, c'est en ce sens que le département, à l'appui des Rhônes littorales, Cécile Retailleau nous a rejoint, mène toute une série d'actions qui rentrent aussi dans le cadre d'un dispositif plus large qui est celui mené à l'échelle régionale dans le cadre du plan littoral 21 et qui, redescendant à l'échelle de nos territoires départementaux, doit permettre, au-delà du lutter contre, d'engager aussi une adaptation pour que justement, au-delà de la garantie de maintien d'une vie et d'un cadre à l'échelle de ce littoral, on ait une vision globale qui interfère avec les milieux, les populations et bien évidemment le département se fait fort d'être présent dans le cadre de cet accompagnement. Donc Cécile, je te passe la parole, sachant que Patrick et Michel enchaîneront et reviendront justement sur le concours d'appel à idées Habiter le littoral demain, qui dans le cadre des différentes propositions est venu appréhender, alors non pas un espace qui va s'inonder au sens classique du terme, enfin sur du court, mais plutôt sur du long terme, et comment justement on va gérer cette adaptation.
Bonjour à tous, Cécile Retailleau, je travaille au département de l'Hérault, je suis responsable de la direction eau, tourisme, économie littorale et Florence nous a proposé finalement de remettre un peu en perspective l'action du département de l'Hérault sur le littoral. Ça me paraît aussi important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui sur la répartition des compétences entre collectivités, sur l'intérêt de la place de telle ou telle collectivité et je vais faire un très rapide historique pour comprendre aussi où on en est aujourd'hui et comment on fait pour avancer aux côtés de l'ensemble des acteurs qui interviennent et la communauté qui travaille sur le littoral est très large compte tenu de l'ampleur du sujet. Alors le département très présent de toute façon dès la mission Racine pour l'aménagement de ce littoral, il était présent sur des pans très importants, que ce soit les routes, l'équipement, au travers des sociétés d'équipement pour l'aménagement des ports, la démoustication, on se plaint des moustiques aujourd'hui, mais s'il n'y avait pas de démoustication, on ne pourrait pas habiter, on ne pourrait pas vivre, il n'y aurait pas d'économie sur le littoral. Et puis, sa présence ne s'est pas démentie au fil du temps, puisque dès que les premières problématiques émergent sur le littoral, avec ces phénomènes d'érosion dont on prend conscience et qui menacent finalement notre économie, nos habitats, eh bien le département est là aux côtés de l'État qui lance une mission littorale dans les années 2000 qui est très importante et qui, pendant 20 ans, jusqu'à tout récemment, va donner lieu à un ensemble d'aménagements qui ont permis de prendre en compte cette dynamique littorale qui évolue dans une perspective effectivement non pas uniquement de lutter contre, même si on continue à lutter contre, mais on essaie aussi de s'adapter. Et ce chantier qui va durer une vingtaine d'années va permettre quand même de mettre en place sur tout le littoral ces aménagements qui sont aujourd'hui toujours très présents, qui sont reconnus et dans lesquels nos départements prennent place parce que les premières expériences de recul stratégique et finalement les plus fondamentales et en tout cas les seules aujourd'hui qu'on a réussi à faire, c'est celle notamment du déplacement, du recul de nos routes sur le Petit Travers, notamment entre Sète et Marseillan. Des opérations dans lesquelles on s'est fortement investi parce que effectivement à l'époque c'était pas gagné. Ces opérations qui ont permis de reculer des premiers aménagements, de reprendre les cordons dunaires, elles nous ont permis de gagner du temps. Alors certains pensent que c'est de l'argent perdu, c'est aussi du temps gagné. Parce que ça permet d'atténuer ces phénomènes, d'avoir plus de résilience, mais ça permet aussi de gagner du temps par rapport à la réflexion, le cheminement collectif sur ces aspects-là. Et je pense que Loïc pourra témoigner aussi de l'évolution des mentalités, Loïc Linares, des mentalités et de la prise de conscience qu'il y a eu ces dernières années par rapport aux problématiques qu'on n'avait pas déjà il y a 5 ans ou 10 ans. Il y a des mots qu'on dit aujourd'hui qu'on ne disait pas à l'époque sur le fait que finalement la mer allait monter, qu'on allait peut-être demain avoir autant de submersion. Et c'est quand même quelque chose dont il faut avoir conscience. Oui, on est face à une urgence, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce temps du cheminement qui est encore nécessaire aujourd'hui. Et ces 20 années se sont écoulées. On se retrouve aujourd'hui un peu face encore à une feuille blanche qui est de décrire sur le plus long terme la recomposition des territoires, comment ça va se passer une fois qu'on va aller plus loin que le simple, entre guillemets, travail sur nos cordons littoraux. Il faut travailler sur la totalité de l'espace, la totalité des champs. Et ce que vous avez dit, M. Brun, tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on passe d'une politique des risques à une politique globale d'aménagement. Une politique qui doit transcender en fait toutes nos politiques publiques. Et c'est ça qui est vraiment très compliqué. Ce que vous avez dit sur le vieillissement, c'est tout à fait juste. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on prend petit à petit conscience que finalement, on est vraiment sur un bouleversement très important qui fait qu'on est obligé de complètement décloisonner nos approches et c'est ça qui le rend difficile. Donc aujourd'hui, comment se positionne le département par rapport à ça ? D'abord, on est aux côtés des intercommunalités qui finalement sont dans cette démarche d'écriture de ces stratégies-là. Et Loïc, je pense que tu témoigneras de ce que vous faites sur le secteur de SAM. Et donc nous, on les accompagne au travers des financements ou de l'apport technique qu'on peut amener. Ce décloisonnement, on l'a aussi souhaité dans notre politique hérault-littorale, c'est-à-dire faire se parler nos différentes politiques publiques, du tourisme, de l'économie, de l'aménagement.
Et on sait aussi que ce chemin-là, il n'est pas encore abouti et qu'on a encore vraiment à travailler en interne dans le cadre de nos différents schémas pour pouvoir les croiser. Mais je pense que depuis qu'on a mis en place cette politique-là en 2019, le chemin avance et on a des actions de plus en plus intégrées. Et je pense qu'une des actions sera celle qui sera montrée par Michel. Ce qu'on fait aussi à ce titre-là, donc c'est des actions comme le concours Habiter le littoral demain, c'est aussi une réflexion qu'on porte qui illustre bien le besoin de ce décloisonnement, qu'on mette dans le cadre d'une recherche appliquée sur la situation de l'habitat face aux risques littoraux, où on a souhaité croiser dans le cadre d'un travail de recherche le croisement de la politique de l'habitat du département avec la politique des risques. Et en fait, on s'aperçoit qu'au fond, quand on travaille sur un thème, on a des grands documents cadres qui viennent nous définir la stratégie de l'habitat en Hérault, par exemple, avec des plans. Et en fait, ces plans, aujourd'hui, ne prennent pas en compte la question des risques. Voilà, c'est quand on regarde, quand on épiote finalement. On a des plans un peu programmatiques qui parlent de l'habitat demain en Hérault, mais qui n'intègrent pas cette notion des risques. Et de l'autre côté, quand on regarde les politiques des risques, elles n'intègrent pas forcément certaines questions. Alors, on va parler de l'impact des risques sur l'habitat, on va donner des nombres de logements, etc. Mais on ne va pas forcément regarder qui sont les habitants, quelle est leur sociologie, quels sont leurs revenus. Et en fait, la question sociale, et donc ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, M. Brun, la question sociale de quelle est la sociologie aujourd'hui des habitants qui sont concernés par ces risques et demain qui sont concernés par le recul, elle est très très peu abordée. Et donc ce travail qu'on mène, c'est justement de pouvoir faire émerger ça, parce que d'une vulnérabilité d'habitants face à un risque, on peut aussi créer une nouvelle vulnérabilité sociale face à demain un projet de territoire. Et donc ça, c'est un exemple d'action qu'on porte et dont je voulais témoigner aussi aujourd'hui. Dernière action qui illustre aussi la façon dont on essaie de mettre en perspective finalement tout ce qui se passe sur le littoral pour mieux le comprendre. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le travail de mise en lumière des archives audiovisuelles sur le littoral qu'on a pu réaliser avec l'INA, avec un site internet dédié qui s'appelle la fresque Rivage Héroldi, qui est un site qui a permis d'exhumer 150 extraits d'archives audiovisuelles depuis 1924 jusqu'à nos jours et qui explore en fait l'histoire et l'évolution du littoral au travers d'un grand nombre de thématiques, que ce soit l'aménagement de la mission Racine aujourd'hui, les risques, l'environnement, mais aussi comment on y vit, qu'est-ce qu'on a envie de faire sur ce territoire, les sports, le loisir, l'archéologie. Et donc ça permet aussi, en croisant tous ces regards, de pouvoir se donner une autre idée de ce territoire, qui est un territoire effectivement vulnérable, mais qui est un territoire aussi sur lequel on aime y vivre, travailler et venir se détendre. Voilà, je vous remercie. Donc, une intervention à deux voix, département, CAE. Michel, je te laisse faire l'introduction. Dans ce contexte un peu plombant, je vous parlais de plaisir. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé avec ce concours. Parce que ce concours, ça a été la rencontre d'institutions différentes, de métiers différents, des gens qui apportaient chacun leurs compétences, et donc d'une transversalité augmentée entre divers techniciens qui ont pris beaucoup de temps à élaborer un cahier des charges systémique. Voilà. Et parce qu'on s'est dit que s'il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a souvent des mauvaises commandes. Voilà, c'était la question qu'on s'est... Et ce qui nous a animés, ça a été ça, c'était de monter un cahier des charges un petit peu, et c'est là que Patrick a amené, par exemple, la vision Europan sur le concours. Alors, je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail. C'est lui qui a sécurisé toute la démarche. En amont, je voudrais juste dire que depuis quelques mois, peut-être 6 mois, on entend parler partout aujourd'hui de la question de la mer qui monte, mais que quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, en 2019, 2020, il y a le Covid qui est passé par là, on a traîné un peu, et ça nous a retardé un peu. On n'en parlait pas tant que ça. Et donc, nous, on rencontrait Michel, il nous démoralisait, il nous
nous mettait en dépression chaque fois qu'on le rencontrait et qu'il nous parlait de ces questions-là, mais elles n'étaient pas tellement posées sur la table. Et je crois que l'intérêt et toute la pertinence de la proposition qui nous est faite au départ par le département et par Michel, c'est de dire il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on monte un concours pour essayer de concerner effectivement transversalement toutes les professions. Toi, tu voulais aller jusqu'aux avocats, tu voulais les notaires, tu voulais que tout le monde soit dans la boucle. Alors on n'y est pas bien arrivé, mais voilà, on a réduit un peu l'ambition. Et donc on a travaillé ensemble pour effectivement mettre cette question sur la table. Et à l'époque, mis à part peut-être Frontignan, il y avait assez peu de communes qui parlaient de ces questions-là ou qui osaient parler de ces questions-là. Donc c'est naturellement que la commune de Frontignan nous a accueillis pour... on a fait un travail de choix du site avec eux, quel site était le plus favorable. Nous, on a porté l'idée qu'un site en première ligne, directement sur le Lido, ne nous semblait pas adapté parce que c'était peut-être faire passer le message qu'on allait pouvoir encore rester, résister. Et donc on s'est dit peut-être qu'il faut plutôt aborder un peu plus sereinement ces questions en second plan, en deuxième ligne. Je vous expliquerai un petit peu le site tout à l'heure. Et donc voilà, on a travaillé ensemble et on a monté ce concours à Habiter le littoral demain. Ça a été rappelé par Alexandre Brun et puis par la vidéo en fait. C'est un territoire toujours en mouvement. Donc la vraie difficulté, c'est que ce territoire en mouvement qui nous a été écrit par le film également, là vous avez une représentation du XVIIIe siècle où on voit cette continuité des étangs littoraux, donc on remonte pas si loin que ça, mais sans remonter aux Grecs ou aux Romains. Mais voilà, un territoire toujours en mouvement qui pourrait être quelque chose comme ça, qui a été quelque chose comme ça à une époque avant qu'il soit urbanisé, avec des modes d'occupation très saisonniers, très éphémères, peu impactants. Et puis aujourd'hui, on voit comment ce territoire en mouvement s'est durci, s'est anthropisé, et que ce mouvement malgré tout continue et qu'aujourd'hui il nous impacte. Et donc il va falloir réagir. Donc il y a différents phénomènes, il y a la question de l'érosion, je vais passer très vite, excusez-moi, mais quelques éléments, là vous voyez les Aresquiers que vous avez peut-être connus plus jeunes avec des grandes plages et des belles cabanes où on venait faire la fête, et puis aujourd'hui ça se réduit à pas grand chose, les Aresquiers, donc ça c'est la question de l'érosion. Et puis il y a effectivement les tempêtes et la montée des eaux et le risque de submersion. En plus, ces risques, il y a le risque de trombe marine. Alors, il y en a une qui est connue, c'est celle de Gijan qui a fait 20 morts, tomber des bâtiments, etc., qu'on avait mis dans le concours, on a descriptif du concours. J'ai fait l'intervention pour le conseil de développement de la métro avec Serge Zaga, mais je ne voulais pas me répéter, mais je suis allé chercher sur Kéronos les trombes marines autour de Montpellier, etc. On a une augmentation de la fréquence de ce phénomène-là, et par rapport à ce que vous venez de dire, c'est quelque chose qui est arrivé par le passé, qui arrive de plus en plus, et qui va venir impacter immédiatement les gens qui sont chez eux, parce que si on maintient quelqu'un à domicile et pour qu'il voit la mer dans son lit, si on le met près de la fenêtre, les pompiers, avec une trombe marine, ils n'ont pas le temps d'arriver, c'est les voisins qui vont arriver. Donc c'est-à-dire qu'au travers de cette question du changement climatique, du défi de société, du projet de société, il y a forcément la question du vivre ensemble et de comment on vit tous ensemble dans cette gestion collective du risque et qui peut être matérialisée immédiatement. Et c'est des questions qu'on a posées dans le concours parce qu'on voulait aussi qu'elles apparaissent. Et aujourd'hui, cette question de la trombe marine est une question qui peut être matérialisée. C'est peut-être la plus immédiate qui peut arriver dans un contexte de plateau continental comme le golfe du Lido. Alors, à notre échelle, les questions qu'on voulait poser, et peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que si on recommençait aujourd'hui, on ne poserait pas les mêmes questions et on n'aurait pas les mêmes sites, mais l'idée c'était d'essayer de voir si on demandait aux équipes de proposer à l'échelle d'un quartier résidentiel, en zone littorale, des formes originales d'aménagement qui soient résilientes aux effets attendus des règlements climatiques, et ça pour les 80 prochaines années. Donc l'idée c'était de sensibiliser et former, en montrant qu'il existe des réponses à l'expression du changement climatique, mais commençant à faire évoluer les modes d'occupation de ces territoires-là, et qu'on pouvait finalement apporter des réponses fondées sur la nature qui permettraient peut-être pour un temps de continuer à habiter ces territoires-là. Donc l'idée c'était de donner espoir, mais sans occulter la question de la temporalité qui était très importante, qui apparaîtra dans pas mal de propositions, où on peut peut-être venir aujourd'hui habiter ici, anticiper et être capable de s'adapter à ces premières montées des eaux, puis un jour peut-être rendre les sites à la nature. Donc voilà les questions peut-être aujourd'hui
discutables, mais qu'on posait à l'époque dans le cadre de ce concours-là. Un tout petit rappel, mais on a parlé de 40 cm d'ici 2050, on parle de 1 mètre ou moins ou plus d'ici 2100. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une surcote qui est liée au phénomène de tempête, qui est de l'ordre de 1,80 m. Donc quand on dit 1 mètre en 2100, ben non, c'est 2,20 m, quoi, voire 2,80 m. Donc c'est des lames d'eau assez importantes. Et puis, les questions qui ont été posées sur l'avenir du littoral languedocien, d'un point de vue touristique, d'un point de vue des vieillissements de la population, il faut aussi l'imaginer dans un climat qui ne va pas être constant. Donc 50 degrés l'été ici, bon, la question du touriste, on pourra en discuter. Oui, parce que ça c'est une carte de projection. Il faut voir, on peut le dire, c'est sympa la Bretagne et le Languedoc, c'est super sympa en 2050. Mais le problème qu'on va avoir nous, à cause du plateau continental, c'est qu'on ne va pas affaiblir les températures de la nuit. Donc on va se retrouver avec un climat chaud et humide qui va être assez délétère pour la santé humaine et animale. Donc toutes les espèces, parce qu'on va avoir moins d'abaissement de température la nuit. Et bien entendu, les questions qu'on posait, au-delà de ces questions de confort d'été dans le concours, puisque vous avez compris, on mettait beaucoup de choses dans ce concours-là, les enjeux de biodiversité, les questions de confort d'été, mais la question de la ressource en eau aussi, l'évolution des niveaux des nappes phréatiques, les phénomènes torrentiels de pluie. Donc on essayait de poser toutes ces questions-là. Alors c'était peut-être un peu ambitieux, mais finalement on a eu des réponses qui nous ont été assez satisfaisantes en termes de propositions. Le site qu'on a choisi, aujourd'hui on est au niveau de la Flèche, là, pas très loin de cet écusson du centre ancien, et le site qu'on a choisi, il se situe entre Frontignan et la Pérade, dans une zone où vous voyez qui est un peu moins construite et qui est où il y a un peu plus de contact entre l'arrière, cette zone agricole, et puis cette zone en avant là, qui est les restes de cette ancienne lagune qui a été quand même assez fortement poldérisée. Juste cette petite image pour rappeler que sur un transept très très court, une coupe très très courte, on a le massif de la Gardiole, on a la plaine agricole et on a Frontignan. Et donc on a quelque chose sur une séquence très très courte où on enchaîne différents milieux et différents espaces. Ça c'est la carte de submersion marine à l'horizon 2050 pour Frontignan. Donc vous voyez, nous on se situe ici. Alors ça c'est celle des épisodes centennales, hein, c'est-à-dire avec la tempête. Donc voilà, ça c'est ce que dit les quelques prévisions qui ont été faites. Un petit zoom sur le site. Alors 2-3 mots. Une route départementale qui passe au milieu, enfin même le boulevard urbain de Frontignan, la Pérade qui passe au milieu. D'un côté, quelques boîtes commerciales, de l'autre côté, quelques lotissements, mais surtout la campagne, et devant, des espaces un peu en friche, en attente, un peu cultivés, au bord des restes d'une ancienne lagune. Et bien entendu, ça ne vous aura pas échappé, les réservoirs de la mobile juste avant. Je vous décris tout ça parce qu'on va regarder quelques propositions où vous allez pouvoir peut-être vous repérer. Voilà le site vue du ciel, la fameuse route boulevard urbain qui passe ici. Voilà. Donc ça c'est sur le site, la carte ça c'est des données, les données qu'on donnait aux candidats. Donc voilà la carte de submersion à 2050, et voilà la carte de submersion à 2100. Donc autant vous dire que le site il va être impacté, ou en tout cas dans nos prévisions et dans les scénarios qu'on donnait, l'histoire qu'on racontait, ils étaient impactés. On demandait aux professionnels et aux étudiants de réagir à ça. Le cahier des charges du concours était conçu aussi comme un outil pédagogique. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand vous allez le consulter, on va vous donner assez de ressources, parce que vous êtes intéressé à cette question, pour peut-être vous ouvrir les chakras sur des choses que vous n'avez pas encore interrogées. Donc avant de passer à une petite descriptif rapide pour ne pas vous assommer des différentes propositions ou de quelques enseignements qui sont liés à ces propositions, voilà, donc ce concours a fait l'objet d'un jury, hein, avec des professionnels représentés, des élus du département, des représentants de l'école, de la DDTM, voilà, et puis a fait l'objet bien entendu d'une cérémonie des prix. Je vais passer très vite, et il a été aussi, il a permis d'alimenter aussi un très beau colloque qui s'est tenu au département, avec notamment la présentation de la fresque numérique dont a parlé Cécile tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur bien entendu la toile.
Donc finalement, les résultats de ce concours, c'est... Alors, on a diffusé à l'échelle nationale, et on a eu 40 consultations des dossiers pour finalement 14 réponses. Mais bon, il faut savoir que c'était un travail qui était fait gratuitement, on va dire sur un temps libre pour des professionnels, ou sur un temps libre aussi pour des étudiants. Donc c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même une belle... on a trouvé en tout cas que c'était quand même un succès finalement de pouvoir avoir autant de réponses. Et surtout, ce qui était très très intéressant, ce qu'on souhaitait, c'était que toutes les disciplines soient représentées. Donc il y a des équipes où on traverse comme ça toutes ces disciplines et où on sent vraiment que les gens ont travaillé ensemble pour apporter des réponses qui soient les plus transversales possibles et les plus cohérentes possibles. Bien entendu, des jeunes professionnels et des étudiants, et toutes les dimensions de la problématique étaient abordées. Donc quels enseignements, rapidement? D'abord, une évidence rappelée par beaucoup de candidats, ce territoire que l'on a tendance à penser plutôt comme une ligne, on parle de lido, on parle de trait de côte, on parle de rivage. En fait, tous les candidats nous ont renvoyé à quelque chose qui concernait plutôt une épaisseur et quelque chose qui concernait plutôt différents milieux. Et donc, avec une logique de bassin versant, une logique d'écosystème, une logique de cellules sédimentaires, quelles que soient, les solutions, elles ne sont pas abordées simplement d'un point de vue anthropocentré de l'eau qui monte, mais à traverser, à regarder dans le transversal. Et par exemple, une des propositions qui est le deuxième prix nous rappelle ça à travers ce très très beau dessin, à la fois qui rappelle la géologie d'un littoral avec son bassin versant, la colline de la Gardiole, et on voit comment les taches noires, qui sont les taches des territoires urbanisés en fait, viennent contrarier ces systèmes de relations, et notamment contrarier la question de l'écoulement d'eau, on verra que c'est un sujet qui revient souvent, entre cette plaine agricole, le massif de la Gardiole, les étangs et la mer, donc avec tous les phénomènes climatiques. Donc voilà, une groupe et un système de relations. Mais aussi, peut-être la chance, puisque finalement, Alexandre Brun l'a rappelé, ce territoire, c'est 180-200 km de côte, depuis le delta du Rhône jusqu'aux Pyrénées-Orientales, premier rocher des Pyrénées-Orientales. Finalement, si on arrive à travailler correctement à une toute petite échelle à Frontignan, ça peut servir d'exemple. On peut finalement servir d'exemple pour d'autres, puisque finalement ils sont dans les mêmes situations que nous. Et là encore, la question de la logique du territoire, la logique d'une pensée sur un site, mais qui peut rejoindre la globalité, était très très intéressante. Et puis, on a eu quelques surprises quand même, on ne s'y attendait pas, mais on était peut-être un peu naïfs. Il y a beaucoup de propositions qui se sont questionnées sur la pertinence de construire. Faut-il, comme nous, on le sous-entendait dans le cahier des charges, véritablement construire à cet endroit-là? Et donc, il y a des propositions qui ont plutôt privilégié autre chose que construire, et où cette autre chose, c'était plutôt l'idée de faire place aux écosystèmes pour préparer, mettre en place un territoire résilient à ce qui allait arriver. Et donc pour cela, avoir une approche plutôt par le haut, depuis la Gardiole, les espaces agricoles, jusqu'aux lagunes et jusqu'à la mer, pour mettre en place des systèmes qui permettraient de relier, de retisser finalement ce qui a été séparé. On l'a vu sur certaines images, les infrastructures SNCF, les routes départementales, le canal du Rhône à Sète, tous ces éléments qui sont venus, et l'urbanisation, qui sont venus contrarier cette logique un peu de territoire entre un bassin versant, des lagunes et puis la mer. Donc voilà. Et du coup, certains nous ont dit, l'idée, l'enjeu, c'est pas tellement de construire, c'est de transformer les espaces et les pratiques agricoles pour leur permettre de jouer un rôle prépondérant dans la régulation des épisodes, notamment de pluies torrentielles, bien entendu par la réalisation de fossés, le maintien de haies, tout un tas de dispositifs qui permettent de retarder l'écoulement de l'eau et de favoriser aussi l'idée de la transparence hydraulique. Et donc c'est pour ça qu'il fallait ne pas construire, déconstruire même une partie du site. Et donc ça, cette proposition nous a paru assez intéressante, surtout qu'à cette logique d'infiltration de l'eau, pour retarder ou pour atténuer des phénomènes d'inondation, de ruissellement, il y a un problème sous-jacent. Si on laisse s'infiltrer l'eau, on va lutter contre un autre phénomène qui est la remontée du sel en fait. La commune de Frontignan aujourd'hui, elle est quand même impactée, ou certains territoires aujourd'hui, je pense à Vindre par exemple, où j'entendais dire que certains agriculteurs commençaient à racheter des terres à l'intérieur, puisque leurs terres proches du littoral
étaient déjà impactés par les remontées de sel. Mais plus on va laisser l'eau s'infiltrer, plus on va pouvoir lutter contre ces phénomènes de remontée du biseau salé. Donc il y a aussi peut-être à une échelle, ça peut sembler dérisoire, mais il y a aussi cet intérêt-là de faire en sorte de préparer ces territoires-là, et notamment sur la question de l'eau. L'autre question, elle était de dire, vous le voyez sur ces 3 images, c'était on a un territoire qui est aujourd'hui voilà, en l'état, vous voyez apparaître ce veinage bleu qui est en fait les problématiques que rencontre Frontignan dans la gestion du ruissellement qui provient de la Gardiole et qui traverse son territoire. L'idée, c'était peut-être de s'appuyer sur cette trame verte, cette trame bleue pour la végétaliser, et pour permettre aussi d'atténuer les phénomènes de chaleur en ville, puisque si cette trame bleue est le support d'une trame verte, on va contribuer à rafraîchir la ville, notamment parce qu'elle va arriver et il va falloir travailler à son insertion dans le tissu urbain. Donc on avait des réponses, vous voyez, qui approchaient un peu la question, voilà, plutôt par le paysage et plutôt par la préparation d'un territoire en capacité à résister au phénomène. Et puis on a eu des réponses très complètes, par exemple là je vous montre le lauréat, où là, je vais vous l'expliquer rapidement, hein, ils n'ont pas refusé l'obstacle de l'aménagement de la zone, hein, et donc bien entendu en s'interrogeant de la même façon que les autres à la reconnexion de ces différents milieux, à la gestion de la question de l'écoulement d'eau, mais en nous surprenant un peu, en cumulant différents dispositifs. Vous voyez par exemple qu'ici, sur l'ancienne trace de voie de chemin de fer ou sur l'ancienne trace du canal du Rhône-Lacette, il est proposé une digue littorale qui, pendant un certain temps, en s'appuyant sur la trace de ces infrastructures, allait pouvoir peut-être, pendant un certain temps, protéger le site. Il y avait aussi tout un tas de dispositifs qui étaient mis en place, et notamment, puisque finalement la question du transport et de la mobilité va être impactée sur ces territoires-là, la proposition de réinstaller des dispositifs de mobilité plutôt en arrière de la commune. Ça a été frappant, on a organisé des visites de sites, et en fait, l'équipe lauréate, ils sont arrivés à Villeneuve de Marseille, et c'est frappant, c'était sur un projet d'urbanisme, de discuter avec un spécialiste d'écologie qui nous parle de l'arrivée du crabe bleu dans la lagune, d'un spécialiste de l'hydrologie qui commence à vous parler des mouvements des eaux, d'un sociologue qui vous dit après, nous on va aller voir les gens de Frontignan, on va leur en parler, etc. D'un paysagiste qui commence à avoir une lecture du paysage, d'un architecte. C'est-à-dire, vous arrivez là-dedans, vous dites, ils sont tous là pour répondre à ça, et ils sont tous là en même temps. Et là, c'est une des clés de la réponse complète. Tout à fait, oui, je ne l'ai pas ressouligné, mais j'ai parlé des compétences, là, avec quelques diapos apparaissent, je mis en jaune les compétences qui étaient là. Michel fait bien de rappeler qu'effectivement, il y avait toutes ces compétences-là. Et ce qui était intéressant de cette proposition, c'est qu'au-delà de la prise en compte du risque, il y avait aussi une vision un peu plus positive de ce dont on parle aujourd'hui, avec l'idée d'un nouveau littoral, avec des ravines qui arrivent, des nouvelles plages, un nouveau port pour Frontignan, une espèce de petit espace où on pourrait amarrer quelques bateaux. Et donc avec une image finalement où on se plaisait à imaginer vivre à cet endroit-là, avec donc cette proposition construite sur un principe de passerelle, vous le voyez, surélevé du sol, et puis sur lequel viennent perpendiculairement s'installer des ensembles, des nouveaux quartiers, et entre ces nouveaux quartiers se mettre en place un système de jardin appropriable par les habitants. Et ce qui était très très intéressant dans cette proposition-là, c'est qu'elle allait aussi très très loin sur les questions d'architecture. J'ai parlé de la digue, j'ai parlé des espèces de passerelles, mais c'était des gens qui sont aussi préoccupés de la question de la ressource en eau, j'y reviendrai tout à l'heure, donc par l'installation de citernes dans le projet. Et ce que vous pouvez voir là sur ce projet, Michel a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est que c'est des gens aussi qui ont pris la conscience des risques que habiter en première ligne sur un rivage signifiait. Et donc dans les architectures, vous voyez qu'il y a des structures qui sont mises en place, qui vont pouvoir accueillir de la végétation, des protections solaires, mais qui sont là qui sont des grilles en fait, de protection contre, lors des troncs marines, lors des tempêtes, qui protègent les façades en fait, des
des éléments qui peuvent être charriés par les événements, par le vent, et donc voilà, donc on est sur des structures anti-impact qui sont les garde-corps, qui sont ces grilles, qui sont des éléments de pergola. Donc toutes les questions, je vais passer très vite parce que si je pense déjà être très très long, étaient abordées, la question de la temporalité avec l'évolution, mais à la fois pas uniquement dire on va monter un peu plus haut quand il y a l'eau qui arrive, mais aussi toutes les questions qui sont liées à la question des fondations. Il faut reprendre des fondations, il faut conforter les fondations. Il va y avoir des effets de poussée sur les fondations, donc il va falloir à un moment contremonter. Donc c'est voilà, encore une fois une proposition qui allait très très loin, qui s'intéressait aussi à la question de l'existant, comment l'évolution, comment l'existant peut-il évoluer, et peut-être que c'est un petit bémol du concours, on a finalement assez peu de propositions là-dessus, et c'est peut-être la suite qu'il faudrait pouvoir donner à des étapes, voilà, donc voilà, comment on peut adapter l'existant, je vais passer très vite, on pourra y revenir sur les questions. Et j'ai parlé de la question de l'eau, mais en fait, en faisant un calcul, ils sont allés jusqu'à faire un calcul de l'eau qui tombait sur les toitures, qu'on était capable de récupérer. Alors, bien entendu, on est tous conscients qu'il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes tout un tas de dispositifs à mettre en place pour... mais finalement, avec ce qui est récupéré comme eau dans un régime très chaotique, tel qu'on les connaît aujourd'hui, mais lissé sur une année, on était capable finalement de satisfaire aux besoins en eau de cette opération. Donc, voilà, de façon assez concrète, on avait des réponses à l'ensemble des questions et elles étaient intégrées dans les questions d'architecture. Et donc ça, c'était très très intéressant. Et une dernière chose, peut-être, ce qui était le plus important, c'était effectivement de sensibiliser, de donner espoir, et donc et d'intégrer les questions de temporalité, mais aussi les questions sociales. Et on a des réponses très très intéressantes. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites auprès de la population parmi les candidats. Et il y a eu des réponses qui faisaient... qui portaient beaucoup leur attention sur la question de la pédagogie, de la sensibilisation, notamment avec la création d'un parc qui permettrait dès demain de sensibiliser les habitants de Frontignan à la question de l'eau qui monte par des aménagements, par des dispositifs, voilà, avec la création d'une maison du littoral qui était installée sur ce site-là et pas aux Areskies, voilà, des propositions comme ça, mais qui disaient l'importance qu'il y avait à accompagner et à entraîner la population dans un dispositif comme celui-là. Donc la question du projet urbain, il y a aussi des habitants, c'est pareil une évidence de le dire, mais parfois certains architectes pourraient l'entendre. Voilà. Et puis il y avait quelques poésies, il y avait pas mal de poésie aussi dans certaines propositions, parce que voilà, on parle de choses qui ne sont pas drôles, mais peut-être qu'on peut aussi construire des espaces dans lesquels on va habiter un certain temps. Alors vous voyez cette première barrette là, alors c'est très, très abstrait, c'est vraiment un propos d'étudiant. Dire voilà, on habite à cet endroit-là, on construit les maisons, on va les construire de façon spécifique, avec des matériaux, avec de la pierre massive, qui fait qu'on va pouvoir, une fois que l'eau va monter, les déplacer sur cette deuxième partie. Et donc, alors voilà, c'est très utopique, mais en même temps, vous voyez, chacune de ces maisons, pendant les 80 prochaines années, elle est posée sur un sol qui l'identifie, et puis quand on défait les maisons, le sol reste, l'eau monte, et on garde la trace de l'endroit où on a habité. Bon, voilà. Et plein de discours, comme c'est un autre projet qui nous explique la vie d'une famille. Vous voyez la frise en bas, entre le moment où on construit le site, et puis une famille se rencontre, crée des enfants, la famille s'agrandit, et puis progressivement, le site se déconstruit, et puis on en arrive à une base nautique. Voilà, donc, encore une fois, des choses qui peuvent paraître légères, mais qui en même temps voilà, amènent des discours positifs sur ces questions-là qui sont assez anxiogènes. En complément, cette question littorale, elle sera aboutie le jour où on arrivera à construire un récit commun et systémique. Et le jour où on a tous le même discours là-dessus, chacun trouvera sa place dans ce récit. Parce que chacun ira chercher des ajustements là où il a la main pour prendre sa place dans ce récit. Et enfin, il y avait aussi des propositions qui questionnaient notre façon d'habiter, plutôt la question de l'habitat sur ce territoire-là. Donc il y a des propositions là aussi qui sont parfois voilà, un peu qui nous interrogent, mais intéressantes, donc soit de façon collective, soit de façon individuelle. Et par exemple, pour s'opposer au studio cabine de la mission Racine, a été proposé ici le nichoir, où on allait pouvoir vivre une expérience individuelle sur un tout petit espace qui est posé comme ça, sur lequel on peut venir en vélo ou en barque, ça dépendra du temps qu'il
fait, et dans lequel on va pouvoir venir passer un tout petit séjour ou voilà, trouver une... Et donc, indirectement, ça pose la question de la façon dont on vient habiter ce territoire-là et de l'impact qu'on a sur ce territoire-là, qu'on vient y habiter. C'était relayé par cette proposition d'un habitat flottant qui est constitué à partir de fragmites, à partir de roseaux, comme les maisons du lac Titicaca, je ne sais pas si vous voyez ça, qui flotte un peu, et dans lequel on allait pouvoir passer un court séjour de vacances. Et voilà, je voulais l'habitation familiale estivale légère et flottante. L'usage en est méditatif et invite à respect de la ressource en eau. Une bonbonne d'eau de 20 litres fournie par semaine par habitant. Et voilà. Et donc, de sa qualité dépend immédiatement celle de notre séjour. Voilà. Tout un tas de propositions comme ça. Sur la gauche, une proposition d'habitat où on allait recycler tout un tas de dispositifs ou de matériaux. Bref. Une autre façon d'habiter le silo aussi, vous voyez, les silos des hydrocarbures, que cette équipe-là considérait comme une grande poubelle dans laquelle on allait pouvoir mettre tous les déchets issus de la déconstruction des lits d'eau, voilà, les habitations qui sont sur les lits d'eau, auxquelles par-dessus on allait pouvoir vivre. On peut juger tous de la limite de ça. Et une dernière chose peut-être, ce qui était intéressant, c'était de voir comment certaines équipes proposaient de faire de ces contraintes-là des choses très très positives pour le territoire. Par exemple, de poser la question du réemploi lié à la question effectivement de la déconstruction des lits d'eau, de se poser la question de est-ce que c'est pas là qu'il faut installer un centre de recherche sur l'expérimentation sur la botanique en milieu salé, enfin la culture des milieux saumâtres. Voilà, tout un tas de dispositifs presque entre guillemets industriels. Poser la question de la désalinisation de l'eau, alors par osmose, qui permet de récupérer du sel. Qu'est-ce qu'on fait de ce sel? Enfin voilà, d'essayer de tourner autour de ces questions-là pour finalement pas faire une économie, mais être que ça soit des dispositifs qui permettent de faire de cette contrainte finalement une ressource, quelque chose d'intéressant pour un territoire, et peut-être porter ce territoire-là en avant d'une recherche, de dispositifs intéressants pour la mise en valeur de tous ces matériaux. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez 5 minutes pour lire cette petite phrase. En tout cas, je vous invite à parcourir ces différents projets. Ils sont disponibles, vous pouvez les consulter sur le site du département ou sur le site du CAUE. Et il y a notamment des très très belles plaquettes à lire qui seront beaucoup plus éclairantes et beaucoup plus complètes que ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui. Michel, tu veux rajouter quelque chose? Oui, dire que ça avait été une première en France, qu'on a été contacté par d'autres départements qui ont lancé le même type de concours, et que ça a fait des bébés, parce que par exemple, à l'ENSAM, maintenant, il y a un master qui s'appelle Littoralité, et là aussi, ça fait partie aussi de la démarche, c'est-à-dire comment on intervient pédagogiquement pour que les lignes bougent. Il y a un partenariat qui est initié en ce moment entre, pour l'instant, l'ENSAM, le département, justement sur toutes les questions de qualité urbaine, d'adaptation au changement climatique, etc. Et qui va sans doute, qui est piloté par dans le cadre de la convention entre l'ENSAM et le département, et donc il va venir peut-être s'appuyer aussi avec un partenariat avec l'école d'architecture de Barcelone. Donc voilà, donc il pourra, et dans lequel Frontignan, encore une fois, part, mais avec aussi Aliane. Donc l'idée c'est comment on fait de l'aïkido avec la contrainte liée au changement climatique et on crée de la beauté et du récit. Voilà. Alors Séverine, elle est chargée de l'éco-citoyenneté à la commune de Frontignan. Elle nous a accompagnés avec ses compétences de sociologue, mais elle est aussi aujourd'hui au contact avec la population de Frontignan. Et peut-être que tu peux dire comment, via notamment la maison, vous avez fait la maison des projets, c'est ça la maison des projets, où vous avez présenté un petit peu ce travail-là, s'il y a des retours. Le projet en lui-même, c'est vrai que vous l'avez déjà beaucoup dit, mais c'est vrai que là où j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant, et c'était sur le fait d'approcher la thématique de manière très systémique et de vraiment décloisonner les disciplines et d'essayer de penser les choses de manière globale et avec plein de regards différents, dans lesquels les sciences sociales avaient vraiment une place importante, que ce soit sur les usages, sur l'habité, sur la mise en récit, et
c'est pas, enfin, ça se développe de plus en plus, mais je pense que c'est une des clés de réponse dans les défis qu'il y a aujourd'hui face au changement climatique, enfin, le fait d'arriver à composer de manière nouvelle dans un environnement qui change. Et c'est pas si simple, pour l'avoir vécu dans le milieu de la recherche, et puis aujourd'hui d'être plutôt dans le milieu de l'action, voilà, décloisonner, penser les choses de manière pluridisciplinaire ou de manière systémique, c'est pas si courant, et je pense que quand on arrive à le faire, ça demande beaucoup de travail, et ça produit de belles choses. Et je pense que c'est une des clés pour la suite. Après, pour ta question, c'était comment c'était reçu ici plus localement par les habitants, ben, ça rejoint une des choses qui s'est dite aussi sur le fait que quand le projet commence, on est quand même 2019, c'est pas un sujet qui est encore très très présent, et là en 5 ans, c'est incroyable de voir comme les choses ont changé très très vite. En 2019, c'est aussi les marches pour le climat, je pense la jeunesse a eu un sursaut qui a généré quelque chose qui aurait peut-être pu prendre d'ailleurs beaucoup plus ampleur si on n'avait pas connu une année 2020 perturbée par la crise sanitaire, mais donc c'est un premier élan, et après, les choses évoluent très vite. Et c'est vrai que moi, mon dernier terrain de recherche, c'était en 2019, sur le rapport au changement climatique. Et ce que j'observe aujourd'hui sur le terrain de manière très différente, voilà, on est dans l'action, c'est vraiment incroyable, comme la conscience, enfin la conscience, je n'ai pas ce terme-là, mais comment le sujet est devenu présent dans le quotidien. Alors c'est d'un point de vue physique sur le littoral, ben, c'est évident, c'est un des milieux les plus fragiles au changement en cours, mais aussi dans les discussions, dans le quotidien, voilà, donc ça a pris une place médiatique, mais je pense aussi que le critère qui a fait, c'est l'expérience directe des choses. C'est-à-dire que j'avais vu aussi, on le voit dans les questions de comment on vit avec les risques climatiques. Bon, souvent la réaction comportementale, elle apparaît quand on a de l'eau aux chevilles, hein, et le fait d'avoir l'expérience directe des choses, voilà, c'est un vecteur beaucoup plus fort que des campagnes de sensibilisation. Et mine de rien, la question du changement climatique, ces quelques dernières années, avec le critère chaleur notamment, on l'a beaucoup touché du doigt. Et du coup, oui, les habitants en parlent, et contrairement à ce qu'on pourrait pressentir, le point de vue, il n'est pas naïf, il n'est pas fermé, il n'est pas dans la volonté de protection, il n'est pas, au contraire, il est dans la pleine conscience que, bah oui, il faut changer les modes d'action et qu'il faut aller vers d'autres modèles aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une intelligence de la population sur ces sujets-là. On l'a vu, mais là c'était des professionnels, mais quand même il y a une sensibilité qui évolue très vite et qui est bien plus forte que ce qu'on peut le penser parfois en consultant les médias ou certains politiques. Et c'est quelque chose, et ça fera peut-être la transition, parce que je pense que le timing nous y oblige, moi aussi nous donnons le micro, mais ça fera la transition parce que c'est quelque chose qu'on a vu très vite dans le projet partenarial d'aménagement dont on parlait maintenant, et cette première phase de concertation des habitants sur ces sujets-là. Merci. Alors, du coup, je suis Loïc Linares, en effet, je suis élu à la ville de Frontignan. Sur la question justement de démocratie participative, démocratie permanente, je préfère ce mot-là. Et je suis vice-président donc à cette Agglomérate Méditerranée en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Et d'ailleurs, si j'avais demandé cette double délégation, c'était pas pour rien par rapport au sujet que nous devons travailler. Avant de parler concrètement de notre projet de partenariat d'aménagement, bien entendu, il faut le remettre dans le contexte qui est le nôtre ici, et dans des éléments qui ont largement introduit le sujet forcément depuis que vous êtes présents ce matin. D'abord, rappeler que Frontignan-Plage, finalement, est une zone qui s'est habitée et qui s'est consolidée assez tardivement. Cette zone de notre commune a été longtemps un usage estival par des habitants de Frontignan. Et ce territoire était riche d'une industrie pétrolière, portuaire, une cimenterie, Lafarge, une usine de soufre, et que ça nous a permis d'éviter la mission racine. Mais tout de même, fin des années 80, 90, 2000, ce lido s'est structuré avec la création d'un port et les masées sont devenues de l'habitat de plus en plus permanent, et aujourd'hui nous avons environ 2500 personnes présentes. Mais en même temps, du coup, cette histoire-là fait que les Frontignanais ont
avons vécu aussi la fameuse tempête de 1982, différents événements, et que cette culture, finalement, liée à la fragilité de ce milieu, puisque bon, ça a été dit, j'imagine, par les différents intervenants, à la base, l'ido ne doit pas être habité, c'est un élément naturel qui vit, qui doit bouger. Et longtemps, je pense que les Frontignanais ont été dans cette relation-là avec le littoral, jusqu'à l'emballement de la fin du XXe siècle, où on a pensé qu'on pouvait tout maîtriser, tout aménager fortement, durablement, et que maintenant nous sommes rappelés à certains phénomènes naturels, et que nous sommes des vivants parmi les vivants. Et du coup, cette culture, tout de même, elle est bien présente. Et je pense que ça fait partie, cette culture, liée au risque, suite en effet à ce littoral qui a vécu des phénomènes de tempête et qui a vu aussi l'érosion se faire. C'est-à-dire que les Frontignanais ont pu observer ça dans le temps entre la partie en fait, des Arèses qui est la partie non habitée qui va vers Montpellier, où il y avait pour celles qui l'ont connu, un restaurant, des bars, des colos. Et dans le temps, c'est le trait de côte là, parce qu'il n'est pas fixé, il n'est pas protégé, il n'y a pas de digue, lui a vraiment bougé. Et ça, de leur vivant, en 20 ou 30 ans, les Frontignanais ont pu l'observer. Et je pense que ça explique aussi la capacité que nous avons à pouvoir discuter aujourd'hui assez librement du sujet. Et de le faire dans une démarche, du coup, assez volontariste, puisque c'était rappelé tout à l'heure par Cécile Retailleau, on a eu aussi des premières recompositions spatiales sur le territoire. Dans les années 2000, nous avons reculé en effet la route départementale sur le lido de Saint-Marseillan, mais pas que, on a reculé aussi une partie du camping du Castellas qui est aussi présent là-bas. On a dû aussi réorganiser le vignoble présent, une opération assez lourde qui a aussi marqué les esprits. Bref, comment nous sommes arrivés à la situation actuelle, c'est que nous avons dû travailler à chaque fois dans ces aménagements par des phases de concertation. On est passé de discussions par moments un peu tendues avec les riverains de la plage qui se plaignaient de ne plus pouvoir voir la mer avec les dunes qu'on avait créées, à une situation aujourd'hui où ils nous demandent, ils nous interrogent, mais comment finalement cela va se passer? Est-ce qu'on va être indemnisé? Est-ce qu'on va devoir partir du jour au lendemain? Et des questions relativement saines et logiques. Donc tous ces indicateurs nous disent que oui, la maturité est là pour pouvoir aborder le sujet. C'est ce qui a motivé, je pense, principalement nos maires respectifs, celui de Frontignan, celui de Sète, pas encore celui de Marseillan, mais pour des raisons spécifiques dont je reviendrai après, à s'engager et intégrer volontairement des crédistes et donc intégrer le PPA. Donc de la phase de concertation où on a fait ces travaux, le lien historique, les différents dispositifs dont nous avons pu bénéficier, nous sommes arrivés petit à petit à s'impliquer déjà en début de mandat dans les ateliers du territoire que l'Adréal avait mis en place sur le bassin de Thau. Et ça nous a permis de réunir en fait le maximum d'élus, les socioprofessionnels, les partenaires, le département était là, la région, ça avait été bien entendu, chercheurs, scientifiques, techniciens, et puis nous avons pu essayer de dérouler justement la question de la recomposition spatiale liée à l'évolution du littoral. On avait le cahier des charges était assez ambitieux, très rapidement on a fait deux choix. Celui de se dire que l'association des habitants à ce stade-là, c'était un peu prématuré tout de même si on les sentait prêts, parce que nous, on n'était pas forcément. Quand je dis nous, c'est les élus, les décideurs, les organisations. Et qu'on a pu se dire d'ailleurs que les habitants étaient peut-être un peu plus que nous. Mais là aussi, je dirais que pour moi en tout cas, ça ne me choque pas, parce que les élus que nous sommes, qui devons prendre des décisions importantes, mais quand nous sommes à ce stade-là de la prise de décision, relativement grave, c'est normal aussi que ça fasse un peu flancher, que ça interroge, que ça amène du doute. Et nous n'avons pas voulu à ce moment-là, en effet, forcer les choses. On s'est dit, il faut que nous soyons alignés avant, le sujet est trop important.
ne devons pas nous rater dans la relation notamment aux habitants. Donc nous avons fait ce choix très rapidement de se dire on va le faire plutôt en plusieurs phases. Là, on a déjà partagé nos avis, nos regards. Nous allons mettre sur la table le sujet, nous allons l'approfondir, nous allons essayer de déterminer en effet les questions que nous nous posons, les problématiques, et puis on rentrera dans une deuxième phase où là, on ira vers la population. Donc ça, c'était le premier sujet. Et puis le deuxième, sur lequel nous avons aussi positionné assez rapidement, c'est de se dire que le sujet était complexe, et puis quand on le tirait, il en ouvrait plein d'autres. Et dans vos interventions, et d'ailleurs dans le projet tel qu'il était présenté juste avant, Habiter le littoral, et cette notion en effet pluridisciplinaire tout à fait intéressante, c'est ce que nous avons vécu aussi concrètement. La capacité d'un territoire à accueillir la population par rapport à ses réserves en eau, par rapport à la remontée saline, par rapport à la question aussi de sa relation avec les espaces naturels, les enjeux, le corridor écologique, les trames bleues, vertes, enfin bref, comment on se projette dans l'avenir face aux bouleversements que nous devons rencontrer. Le chantier était large. Et là aussi, par rapport au cahier des charges, on s'est dit, mais on va pas pouvoir tout traiter. On nous demandait de faire des scénarios, déjà non, mais ce n'était pas possible. Mais déjà, le fait d'avoir atteint un partage de connaissances, d'avoir pu échanger avec nous, nous confronter, c'était tout à fait intéressant. Et ça nous a amené assez naturellement à nous engager sur le projet partenariat d'aménagement. Et en définissant, du coup, assez facilement aussi, les 4 axes de travail que nous avons déterminés. Le premier, bien entendu, c'est celui de répondre à ce que nous demande le législateur, à savoir d'intégrer l'évolution du trait de côte à l'horizon 2050 et 2100. Donc là, nous avons le bureau d'études qui est déjà au travail, avec des hydrologues, des littoralistes. C'est le bureau d'études CETEC, qui fait partie du groupement qui travaille sur, et Hydrotech, qui travaille sur ces sujets-là. Le deuxième élément, là, c'était une volonté vraiment de notre part, c'était d'avoir un axe fort sur la question de la concertation, justement, de la relation aux habitants. Donc c'est le 4e axe, et on l'a fait démarrer dès le départ de la démarche, je vous en dirai quelques mots juste après. Et puis l'axe 2 et 3, qui là, en effet, travaillent sur les scénarios, vraiment, en effet, de recomposition spatiale à terme, les grandes trajectoires que nous devons définir, avec également une analyse plus fine des conséquences juridiques, économiques de ces grands sujets. Aujourd'hui, tous les décrétistes ne sont pas parus. Nous-mêmes, puisque je représente le territoire au sein du Comité national du trait de côte, nous bousculons aussi un peu l'État par rapport aux règles, par rapport peut-être on manque aujourd'hui de ces grandes orientations. Bien entendu, nous sommes d'accord sur tout ce qu'il faut faire et engager. Par contre, on est par moments dans, je dirais, des impasses ou des paradoxes. Comment faire différemment demain quand, pour l'instant, nous n'avons pas changé toutes les règles d'aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de capacité d'un territoire à accueillir de l'activité, des populations. Les financements aujourd'hui sont basés sur la nécessité presque de construire. Si demain on ne change pas ces règles-là, comment ? Et il faut les changer tout à fait. Et c'est ce que je suis en train de dire. Si nous ne changeons pas ces règles-là, nous n'y arriverons pas. Comment nous faisons jouer la solidarité d'un territoire à un autre pour essayer de faire diminuer cette notion de territoire concurrentiel. Et la solidarité, en fait, elle doit s'affirmer au-delà de l'échelle d'une intercommunalité et d'un territoire à un autre. Au sein même d'un territoire, aujourd'hui, aborder la gestion du risque de submersion marine quand on a en première ligne de Frontignan-Plage et qu'on la détermine de la même façon quand on est au nord de l'étang de Thau, où là peut-être on pourrait avoir des aménagements différents et qu'en même temps on nous demande de tendre vers, d'appliquer le zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, et là aussi on a raison de le faire. Mais forcément tout ça, ça interroge. C'est des changements de culture. Donc à travers les sujets que nous abordons, nous devons changer en effet de regard sur la manière de se loger, de se déplacer, d'habiter et de vivre ensemble. Et ça aussi, ça a été une des conclusions que nous avons eues dans la démarche d'atelier territoire, qu'on a vraiment intégré dans la démarche de notre PPA, notamment dans l'axe 4 qui est la relation avec les habitants. Cette notion vraiment
de nouveaux regards à porter sur le territoire et de changement de culture, ça nous semblait suffisamment important pour que l'axe concertation il soit un axe fort de notre démarche. C'est pour ça qu'on a démarré dès le départ, et avec aussi là une forme voulue, c'est-à-dire que on a démarré d'ailleurs ce soir, si vous avez le temps, vous pouvez rester et venir assister à cette déroulera à Frontignan à 18h30. Nous avons pris un bureau d'études qui a une démarche spécifique et qualitative. Ils ont fait une analyse sociologique, sont allés chercher un certain nombre d'habitants qui représentent le territoire, sont allés les questionner. Et on voulait partir du regard justement des habitants. Comment eux s'expriment sur le sujet, quelle est leur vision de cette évolution climatique, de l'évolution morphologique dans le temps de notre territoire, comment ils le vivent, qu'est-ce qu'ils en disent. Et on avait besoin d'entendre cela et de venir justement interroger du coup la démarche et les élus sur le sujet. Et ça nous ouvre là, sur les premières rencontres. Nous avons fait une réunion publique à Sète où il y avait 150 personnes, une à la rue Clébert, 70 personnes, avant-hier à Metz, 80 personnes. Ce soir, je pense que nous serons aussi plus de 100-150 personnes. Voilà, sur un lancement de démarche, arriver à mobiliser les gens sur le sujet de cette manière-là, on se dit oui, en effet, le sujet est bien là. Et les habitants ont un niveau de conscience bien avancé. Il faut leur faire confiance et faire confiance à cette intelligence collective. Et ce qui revient dans le document, parce qu'on démarre la concertation à chaque fois par un petit film qui synthétise les questions qui ont été posées, ça vaut le coup de le regarder parce que c'est très pertinent, ils nous disent des choses mais essentielles. Par exemple, oui, le tourisme qui s'est développé sur le territoire, bien sûr, ça permet de redynamiser, mais est-ce qu'il y en a un peu trop? Est-ce que sur l'accès au logement, on construit de manière assez qualitative? Est-ce qu'on construit au bon endroit, de la bonne façon? Est-ce que demain, je vais pouvoir continuer à vivre de la même façon? En même temps, on a encore des gens qui pensent qu'on peut tout maîtriser, tout aménager, qu'on peut encore se sécuriser. Mais en tout cas, de permettre ces échanges, de permettre ce débat, de les poser, de les discuter, ça nous semble être le point de départ de la démarche. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de réaliser, nous en sommes là aujourd'hui. Ça doit nous amener à Toussaint, dans une rencontre où là on pourra commencer à partager le travail en parallèle des autres axes que je vous ai présentés, à savoir le premier, c'est des stratégies en effet que vous nous proposez par rapport aux cultures de côte, les hydrologues et les littoralistes, de venir les confronter là aussi, on va s'appuyer de la connaissance des habitants, sur ce qu'ils observent au quotidien en fait, et on va avoir 2, 3, 4 sujets qui sont ressortis de notre première phase de concertation, que nous discuterons avec eux. Et puis, nous allons du coup, à travers les notions de recomposition, essayer aussi de mettre au débat les questions qui remontent et qui sont essentielles pour nous élus, parce que l'idée, bien entendu, c'est d'arriver à faire converger les objectifs ZAN avec la recomposition spatiale liée au trait de côte et avec les nouvelles façons d'habiter. Et en incluant, bien entendu, les enjeux de réchauffement, la biodiversité en ville, nous sommes assez ambitieux, mais c'est le moment de le faire, on n'a pas le choix. Et là, on a une opportunité fabuleuse qui est celle de ce sujet qui monte, la législation qui évolue, et puis, du coup, qui va obliger les documents en fait, réglementaires dans les 3, 4, 5, 6 ans qui arrivent entre le SRATET, les SCOT et les PLU, de se coordonner. Et ça, cette étape-là, on ne veut pas la louper, parce qu'elle va déterminer du coup, alors bien entendu, derrière la question sociale qui était posée, notamment dans l'intervention de Cécile Retailleau tout à l'heure, c'est un sujet qu'on a en tête, comment on veut essayer d'utiliser des outils réglementaires pour éviter que ceux qui souffrent déjà ne subissent encore plus les effets de cette recomposition, mais ça nous interroge aussi sur la manière d'habiter vraiment la question de l'habitat collectif, la question du circuit résidentiel, du parcours résidentiel, pardon, et puis aussi arriver à mettre sur la table ce qu'on vivait comme un problème jusqu'à présent sur Frontignan par exemple. On a, nous, une ville qui est vraiment qui est le symbole de l'étalement urbain, d'un aménagement non maîtrisé dans les années 80-90, et ça, on va en faire une force pour demain. Parce qu'en même temps, ça nous donne du potentiel de recomposition de la ville sur elle-même.
et de faire d'une faiblesse, qu'on pensait être une faiblesse, une force de main, parce que, là aussi, dans les réponses qu'il faudra qu'on donne aux habitants, dans l'interrogation qu'ils ont aujourd'hui, et c'est assez criant dans le film et dans les débats que nous avons, le premier réflexe qu'ils ont, c'est oui, mais ceux qui sont à Frontignan-Plage, il va falloir qu'on les accueille derrière. Donc non, à un moment donné, il va falloir qu'on leur dise, mais vous inquiétez pas, on va avoir des trajectoires différentes, on va permettre aux villes de se reconstruire sur elles-mêmes, et vous verrez, la solidarité, elle va pouvoir s'opérer. Parce que vous aussi, vous avez d'autres enjeux. Et ces questions-là, moi, dans les échanges que j'ai avec eux, mais aussi avec les autres collègues élus, on sent bien qu'il ne faut pas louper le coche, ça perturbe un peu, ça déstabilise, mais en même temps, on n'est pas loin. Les spécialistes, justement, qui animent nos débats publics, avec qui j'échange beaucoup, me disaient, c'est la première fois que sur des sujets comme ça, on sent que la salle, il n'y a pas de grand blanc, il n'y a pas de réaction vive non plus. Il y a des échanges, il y a des débats, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'indicateur qui prouve que le sujet est tabou ou problématique. Donc il ne faut pas qu'on loupe cette séquence-là. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu en fait à la demande de la commande, je vous ai dit un peu comment on vivait les choses. Moi je suis persuadé, juste en conclusion, à titre personnel, c'est que cette séquence-là, il faut arriver à en faire quelque chose de positif. C'est une approche qui est vachement anxiogène pour les gens, mais en même temps, c'est peut-être l'occasion de défaire le nœud dans lequel nous sommes enfermés collectivement et dans lequel le modèle de développement nous a enfermés. Parce qu'on a cru qu'on pouvait tout maîtriser, on a cru que le fait de posséder, c'est ce qui nous rendait heureux. On en arrive on est plus qu'aux limites aujourd'hui. Voilà. Moi, je souhaite en tout cas vraiment que tout cela, ça nous oblige à introduire aussi de la philosophie, de la poésie. Il ne faut pas que ce soit uniquement scientifique et technique. Il faut que ça nous questionne sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Ça semble essentiel parce que je suis à la fois pessimiste et optimiste. Pessimiste dans le fait qu'on est loin de mesurer, à mon avis, ce que ça va être les conséquences de l'évolution climatique demain. Mais optimiste parce qu'en même temps, nous sommes des êtres pleins d'ingéniosité et qui savent s'adapter. On peut aussi transformer des choses. Mais là, il ne s'agit pas de transformer des choses matérielles, il s'agit de transformer ce que nous sommes. Et je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir réveiller ces questionnements-là dans nos échanges. En tout cas, moi je suis assez surpris, sincèrement. Là, les 2 dernières réunions que nous avons vécues à Ballard-Clébin et à Metz, il y avait dans la salle des gens qui disaient ces choses-là. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Moi, je vis mon mandat d'élu vraiment de cette manière-là. Je ne suis pas un sachant, je suis un habitant qui a choisi une forme d'engagement. Et mon engagement, celui de la politique, dont on pervertit le terme tous les jours, ça doit être celui de permettre aux gens vraiment de vivre ensemble. Et en cela, d'être une courroie de transmission, de donner la parole, de tendre la main, d'écouter,